Un millionnaire polyglotte ne parvenait pas à identifier la langue, mais la fille de son employé de maison créa la surprise. Il parlait 30 langues, mais se tut devant le mystère. Au cœur de la haute société parisienne, une jeune fille d'origine modeste traduisit l'impossible, et sa voix changea l'histoire et la vie du millionnaire lui-même. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Catherine ajusta son uniforme tout en observant l'agitation croissante dans le hall du Grand Hôtel Concorde. Le luxueux 5 étoiles, imposant dans le quartier d'affaires de la Défense, à Paris, était son lieu de travail depuis près de 2 ans, un temps suffisant pour apprendre à se rendre invisible. À 25 ans, elle maîtrisait déjà l'art de circuler parmi les riches et les puissants sans être remarquée. Une compétence héritée de sa mère, Madame Sylvie, qui faisait partie de l'équipe de nettoyage de l'hôtel depuis 3 décennies. Ce lundi-là promettait d'être différent. Catherine avait remarqué l'agitation inhabituelle dès le matin. Des employés courant d'un côté à l'autre, des directeurs supervisant chaque détail, avec une rigueur redoublée, des arrangements floraux exubérants arrivant à chaque heure. Le salon principal était en train d'être transformé pour accueillir ce que tout le monde appelait l'événement de l'année, le Congrès international de linguistique. Kat, il faut que tu finisses ce couloir rapidement. Le salon cristal doit être impeccable avant midi. La voix de Madame Sylvie interrompit ses pensées. Sa mère, malgré ses 58 ans, gardait une posture droite et un regard attentif de celle qui connaissait chaque recoin de cet endroit. On dit qu'ils vont apporter une pierre ancienne, une pièce de musée. Des gens importants du monde entier seront là. « Oui, maman, j'ai presque fini, » répondit Catherine, reprenant son chiffon pour lustrer des surfaces déjà étincelantes. Pendant qu'elle travaillait, son esprit vagabondait vers les souvenirs de son grand-père Jérôme. Il était mort quand elle n'avait que 16 ans, mais il avait laissé des marques profondes dans son âme. Durant les soirées de son enfance, assise sur les genoux du vieil homme aux yeux perçants, Catherine écoutait des histoires de mondes lointains et de langages secrets. « Il y a des mots qui n'existent que lorsqu'ils sont chuchotés, ma petite, » disait-il, de sa voix rauque et posée, tout en dessinant d'étranges symboles sur des feuilles de papier. C'est la langue des montagnes silencieuses. Nos ancêtres parlaient avec le vent à travers ces signes. Catherine avait grandi en 1914, croyant que ce n'étaient que des contes fantaisistes d'un vieux rêveur. Son grand-père avait combattu pendant la guerre, laquelle elle ne l'avait jamais su avec certitude. Il en était revenu différent selon sa mère, plus silencieux, plus profond, avec des cicatrices qui allaient au-delà des marques visibles sur son corps. Il parlait rarement de cette période, sauf à travers ses étranges dessins et les poèmes qu'il récitait à voix basse. Sur l'insistance de Catherine, son grand-père lui avait appris à lire et à écrire dans ce code mystérieux. Elle gardait encore dans une boîte sous son lit dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère en banlieue parisienne, les cahiers où elle s'exerçait à tracer ses symboles. C'étaient des exercices d'une langue qui, selon son grand-père, parlait directement au cœur des gens. Là où le fleuve dort, la montagne rêve, avait-il coutume de dire, en dessinant des symboles courbes qui semblaient onduler comme de l'eau. C'est la première phrase que tout apprenti doit connaître. Un bruit soudain la ramena à la réalité. Des hommes en costume entrèrent dans le hall transportant des équipements sophistiqués. Parmi eux, un homme aux cheveux grisonnants et à la posture imposante semblait tout diriger. Catherine reconnut immédiatement le professeur Auguste Chevalier, dont le visage était apparu plusieurs fois dans les journaux qu'elle feuilletait pendant ses pauses dans l'office du personnel. « C'est bien lui ?» demanda-t-elle à voix basse à Louis, l'un des serveurs qui passait avec un plateau vide. « En chair et en os, le célèbre linguiste qui parle plus de 20 langues, » répondit Louis, avec un mélange d'admiration et d'ironie. « On dit que c'est un génie, mais il traite les employés comme si nous étions invisibles. Pire, comme si nous étions stupides. » Catherine observa le professeur de loin. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence. Il gesticulait avec autorité, donnant des ordres précis sur l'éclairage et le positionnement des panneaux. La jeune femme sentit un frisson inexplicable, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Dans les heures qui suivirent, l'hôtel fut envahi par une énergie vibrante,
Des universitaires du monde entier arrivaient en limousine et en taxi, parlant diverses langues. Catherine, travaillant discrètement en coulisses, absorbait cette symphonie linguistique avec fascination. Bien qu'elle n'ait jamais terminé ses études supérieures, elle avait abandonné sa licence de lettres en 2e année pour des raisons financières. Elle gardait vivant son amour pour les langues, étudiant seule pendant ses rares moments de liberté. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, teintant de reflets dorés les fenêtres de l'hôtel, Catherine et Madame Sylvie furent désignées pour effectuer les derniers ajustements dans le salon principal avant l'ouverture du congrès. C'est alors que la jeune femme la vit pour la première fois. Une vitrine en verre blindé, positionnée au centre de la scène, abritant une pierre d'aspect ancien, couverte d'inscriptions qui, de loin, ne semblaient être que des rayures sans signification. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda-t-elle, sentant son cœur s'accélérer sans comprendre pourquoi. « C'est la fameuse relique qu'ils vont présenter. On dit qu'elle vaut des millions. Il paraît que personne n'arrive à lire ce qui est écrit dessus, » répondit Madame Sylvie, ajustant les nappes des tables avec une précision militaire. « Finissons vite, ma fille. Je ne veux pas qu'on nous voie ici quand les invités commenceront à arriver. » Mais Catherine ne pouvait détacher ses yeux de la pierre. Il y avait quelque chose de familier, dans ses traits, quelque chose qui résonnait dans un coin de sa mémoire. Elle sentit une urgence de s'approcher, de mieux voir ces symboles, mais le cordon de sécurité et les gardes postés sur les côtés rendaient toute tentative impossible. « Catherine, on nous appelle en cuisine. » La voix de sa mère brisa l'enchantement. À contre-cœur, elle suivit Madame Sylvie loin du salon, mais l'image de la pierre était déjà gravée dans son esprit. La nuit arriva, apportant avec elle la pluie, un de ces orages d'été soudains qui transformaient les rues de Paris en petites rivières. À l'intérieur de l'hôtel, cependant, l'ambiance était à l'attente et à l'élégance. Le congrès s'ouvrirait par un cocktail exclusif pour les participants, suivi de la présentation très attendue de la mystérieuse relique. Catherine, contrairement aux autres employés qui terminaient leur service, demanda à rester plus tard. « Je veux faire des heures supplémentaires, maman. On a besoin d'argent pour la réparation du toit, » justifia-t-elle, bien qu'elle sût que sa véritable motivation était tout autre. Madame Sylvie hésita, mais finit par accepter. « D'accord, je vais prendre le bus plus tôt alors. Ne rentre pas trop tard et fais attention. » Avec un baiser rapide sur le front de sa fille, elle partit, laissant Catherine libre d'exécuter son plan. Assignée à l'aide en office, la jeune femme passerait la soirée à servir des boissons et à ramasser les coupes vides. C'était l'occasion parfaite d'observer l'événement de près et qui sait d'avoir une meilleure vue de cette pierre énigmatique. À 20 heures précises, les portes du salon principal s'ouvrirent. Une foule élégante commença à occuper l'espace, le transformant en un kaléidoscope de langues, de parfums coûteux et de bijoux étincelants. Catherine, avec son plateau de coupes de champagne, circulait discrètement entre les groupes, captant des bribes de conversation sur les langues éteintes, la phonétique comparative et d'autres termes qu'elle ne connaissait que par les livres qu'elle dévorait lors de ses nuits d'insomnie. On dit que même Chevalier n'a pas réussi à déchiffrer les inscriptions, commenta une dame aux cheveux platines à son compagnon. Il a assuré qu'il révélerait le secret ce soir. Auguste n'échoue jamais, répondit l'homme, ajustant ses lunettes à monture dorée. Catherine continua son travail, restant attentive à la scène. Vers 21h30, les lumières diminuèrent et un silence d'expectative s'installa dans la salle. Le maître de cérémonie, un homme d'âge mûr à la diction impeccable, souhaita la bienvenue au présent et annonça l'attraction principale de la soirée, la présentation de la pierre de Kerlock par le renommé professeur Auguste Chevalier. Des applaudissements retentirent dans la salle, tandis que le linguiste montait sur scène d'un pas mesuré et avec une expression confiante. Il portait un costume impeccable et ses yeux brillaient de l'intensité de celui qui est sur le point d'écrire une page d'histoire. « Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous en cette soirée historique, » commença-t-il, sa voix remplissant l'espace avec une autorité naturelle. Ce que nous allons voir aujourd'hui n'est pas seulement une relique archéologique, mais possiblement la clé d'une langue perdue dans le temps. Pendant que le professeur discourait sur la découverte de la pierre lors de fouilles en Bretagne, Catherine abandonna son poste et s'approcha prudemment des côtés de la scène. De là,
Elle pouvait mieux voir à la fois l'orateur et l'objet de sa fascination. « Cette pierre, continua Chevalier en désignant la vitrine maintenant éclairée par des projecteurs, contient des inscriptions qui ont défié les plus grands experts mondiaux jusqu'à aujourd'hui. » Un murmure d'anticipation parcourut l'auditoire. Les caméras de télévision se concentraient alternativement sur le professeur et la relique. Après des mois d'études intensives en utilisant les technologies et les méthodologies linguistiques les plus avancées, je suis prêt à révéler, pour la première fois, le contenu de ce message ancestral. La vitrine fut ouverte par 2 assistants gantés de blanc. Avec des gestes cérémoniels, la pierre fut placée sur un support rotatif et ses symboles furent agrandis sur des écrans géants positionnés stratégiquement dans le salon. C'est à ce moment que Catherine sentit le monde s'arrêter. Les symboles projetés sur les écrans étaient presque identiques à ceux que son grand-père lui avait enseignés tout au long de son enfance. Ces courbes, ces points et ces traits, elle les connaissait. Ce n'étaient pas de simples dessins aléatoires, c'étaient des mots, des sentiments, des histoires. Le professeur Chevalier s'approcha de la pierre avec une loupe spéciale et commença à analyser les inscriptions. Sa confiance initiale semblait inébranlable, mais Catherine, même à distance, remarqua un léger tremblement dans ses mains. Quelque chose n'allait pas. Comme nous pouvons le voir, le schéma syntaxique suggère une dérivation proto-asiatique, possiblement liée au dialecte pré-celtique. Le professeur hésita, ajustant nerveusement ses lunettes. Les premiers symboles indiquent clairement une invocation à des divinités liées à la fertilité et un autre silence, plus long cette fois. L'auditoire, auparavant hypnotisé, commençait à montrer des signes d'inquiétude. Chevalier s'éclaircit la gorge et tenta de nouveau. En réalité, un examen plus détaillé révèle que nous sommes face à une forme hybride, avec des éléments qui renvoient à plusieurs traditions linguistiques. Un murmure croissant envahit la salle. Des experts échangèrent des regards perplexes. Des journalistes prenaient des notes frénétiques. Catherine, observant le tout, comprit ce qui se passait. Le grand professeur Auguste Chevalier, autorité suprême en langues anciennes, ne parvenait pas à lire un seul mot de cette inscription. Poussée par une force qu'elle ne pouvait expliquer, Catherine fit un pas en avant, puis un autre, et encore un autre. Avant de pouvoir rationaliser ses actions, elle se dirigeait vers la scène, traversant l'espace réservé au public, son plateau de champagne oublié quelque part en chemin. Un agent de sécurité tenta de l'arrêter, mais elle marmonna quelque chose à propos d'un déversement à nettoyer près de la scène. Des années d'invisibilité sociale lui donnaient cet avantage. Les gens questionnaient rarement les employés en uniforme lorsqu'ils semblaient simplement faire leur travail. En s'approchant du panneau où les images étaient projetées, Catherine sentit son cœur battre si fort qu'elle eut l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Les symboles, vus de près, étaient encore plus familiers. Ils n'étaient pas exactement comme ceux que son grand-père dessinait. Il y avait de légères variations. Mais le système était le même. Elle pouvait lire. Pas tous les mots, mais assez pour comprendre que ce n'était ni une invocation religieuse, ni un registre historique conventionnel. C'était de la poésie. Le professeur Chevalier, remarquant la présence inhabituelle de la jeune femme en uniforme, interrompit son explication de plus en plus confuse. Irrité par l'interruption et désireux de détourner l'attention de son échec imminent, il lui adressa un commentaire mordant. « Peut-être que l'agente d'entretien veut nous donner un cours de linguistique ancienne ?» Sa voix, chargée de sarcasme, provoqua quelques rires nerveux dans l'auditoire. Qui sait, peut-être parviendra-t-elle à déchiffrer ce que des générations de savants n'ont pas réussi. Ce fut le tournant. Catherine, qui s'était toujours tenue discrète, sentit quelque chose s'éveiller en elle. La voix de son grand-père, les soirées de contes, les montagnes silencieuses des histoires de son enfance. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle regarda le professeur droit dans les yeux et dit, d'une voix suffisamment claire pour être entendue par les plus proches, « Vous essayez de lire comme on déchiffre un code. Mais ce n'est pas un code, professeur. C'est un poème. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Tous les yeux se tournèrent vers elle, la jeune femme en simple uniforme qui osait défier la plus grande autorité mondiale en linguistique. Chevalier, momentanément sans voix, retrouva son sang-froid et rit avec dédain. « Un poème ? Et je suppose que vous savez le lire, n'est-ce pas ?» Catherine déglutit.
Elle était consciente de la folie de la situation, mais elle était allée trop loin pour reculer. Elle regarda de nouveau les symboles projetés et, laissant son esprit vagabonder comme son grand-père le lui avait appris, elle commença à lire « Là où le fleuve dort, la montagne rêve. Le vent porte nos voix quand le jour se cache. Nous sommes les enfants du silence qui parlent. Les enfants de la guerre qui chantent pour la paix. » Un jeune assistant qui se trouvait près de l'équipement sonore ajusta rapidement le micro pour capter la voix de Catherine. Sa lecture, d'abord timide, gagna en force et en émotion à mesure qu'elle avançait. Ce n'était pas une traduction technique, c'était une interprétation fluide, comme si elle revivait un souvenir ancien. Les étoiles nous gardent quand la nuit est froide. Nos mains, usées par le temps, écrivent encore dans le ciel le nom de ceux que nous aimons. L'auditoire, d'abord incrédule puis fasciné, écoutait dans un silence absolu. Certains experts commencèrent à prendre des notes frénétiques. Les caméras qui se concentraient auparavant sur le professeur capturaient maintenant l'image improbable de cette jeune Française ordinaire, d'origine modeste, révélant le mystère qui avait défié les plus grands cerveaux académiques du monde. Et quand le froid emportera notre feu, mais pas notre âme, souvenez-vous, les mots les plus vrais sont ceux écrits non pas dans la pierre, mais dans le cœur de ceux qui écoutent. En terminant, Catherine sentit le poids de centaines de regards sur elle. Le jeune assistant qui avait ajusté le micro fut le premier à briser le silence avec une question. « Comment savez-vous lire ça ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le professeur Chevalier intervint, son visage rouge d'indignation et de gêne. « C'est absurde, une mise en scène ridicule. Cette fille est clairement en train d'inventer. Il n'existe aucune preuve linguistique pour étayer cette interprétation fantaisiste. » Mais il était trop tard. La graine du doute était plantée. Des murmures parcouraient la salle. Des journalistes s'approchaient, avides de ce rebondissement, inattendu. Et Catherine, sentant ses jambes trembler après ce qu'elle venait de faire, ne put que dire « Mon grand-père me l'a appris. Il disait que c'était la langue des montagnes silencieuses. » Le tumulte qui suivit la lecture de Catherine fut immédiat. Les flashs des appareils photo crépitèrent dans sa direction. Des voix exaltées se superposèrent, et le visage du professeur Auguste Chevalier passa de teintes de rouge intense à un blanc cadavérique. La sécurité de l'hôtel s'avança rapidement pour maîtriser la situation qui devenait incontrôlable. « Sortez cette fille d'ici », ordonna le professeur, sa voix tremblant de rage et d'humiliation. « C'est une imposture complète, un sabotage de l'événement. » Deux agents de sécurité costauds s'approchèrent de Catherine, qui restait paralysée sous les projecteurs, encore en train de réaliser ce qu'elle venait de faire. Alors qu'ils s'apprêtaient à l'escorter dehors, une voix ferme s'éleva de la foule. « Attendez !» C'était le jeune assistant qui avait ajusté le micro. Il se fraya un chemin parmi les invités et monta sur scène d'un pas décidé. Grand, aux traits marqués et aux yeux intelligents, il ne devait pas avoir plus de 30 ans, mais sa présence dégageait une autorité qui fit hésiter les agents de sécurité. « Docteur Raphaël Clément, de la Sorbonne », se présenta-t-il rapidement. « Je vous demande de donner une chance à cette jeune femme. Ce dont nous venons d'être témoins pourrait être une découverte sans précédent. » Le professeur Chevalier s'avança indigné. « C'est ridicule, Clément. Vous ruinez votre carrière en soutenant cette intruse. Regardez-la. Ce n'est qu'une agente d'entretien qui cherche à attirer l'attention. » Raphaël garda son calme, mais ses yeux s'assombrirent. « Avec tout le respect que je vous dois, professeur, la science ne se fait pas par les titres, mais par les preuves. Et je viens d'assister à quelque chose qui mérite, au minimum, une enquête. »« Mademoiselle. »« Catherine, » murmura-t-elle, retrouvant sa voix. « Catherine Dubois. » Catherine vient de lire couramment des symboles que vous avez vous-même admis ne pas pouvoir déchiffrer. Cela seul devrait retenir notre attention. La foule, d'abord divisée, commençait à murmurer son accord. Les caméras de télévision continuaient d'enregistrer chaque mot, chaque geste. Dans un coin de la salle, Catherine aperçut Louis, le serveur, qui la regardait avec des yeux écarquillés d'étonnement et d'admiration. Une dame élégante aux cheveux grisonnants et à la posture distinguée s'approcha du centre de la confusion. « Je suis la docteure Élise Moreau, directrice de l'Institut d'études linguistiques de la Sorbonne », annonça-t-elle d'une voix sereine mais autoritaire. « Je suggère que nous poursuivions cette discussion dans un cadre plus privé.
Ceci est un congrès scientifique, pas un spectacle à sensation. Quelques minutes plus tard, Catherine se retrouva conduite dans une salle de conférence plus petite, à l'arrière du salon principal. L'accompagnaient Raphaël Clément, Ladeur Moreau, 2 autres linguistes de renommée internationale et, bien sûr, le professeur Chevalier qui maintenait une distance calculée, comme si la proximité de la jeune femme pouvait contaminer sa réputation. « Avant toute chose, » commença Ladeur Moreau, s'asseyant en bout de la table ovale, « nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé. Mademoiselle Dubois, vous affirmez que vous pouvez lire ces symboles parce que votre grand-père vous l'a enseigné ?» Catherine hocha la tête, se sentant toujours déplacée dans cet environnement. Ses mains tremblantes s'agrippaient au tablier de son uniforme. « Oui, madame. Mon grand-père, Jérôme Dubois. Il m'a enseigné depuis mon enfance. Il appelait ça la langue des montagnes silencieuses. Et votre grand-père, où a-t-il appris cette langue ?» demanda l'un des linguistes étrangers avec un fort accent allemand. « Il a servi pendant la guerre. Il était dans la résistance. Il ne m'a jamais raconté les détails. Il disait seulement qu'il avait appris avec d'autres soldats dans une unité spéciale. » Catherine fit une pause, essayant d'organiser des souvenirs fragmentés. Il faisait des cauchemars constants à propos de cette période. La nuit, il écrivait dans ses cahiers en utilisant ces symboles. Il disait que c'était la seule façon d'exprimer certaines choses que les mots ordinaires ne pouvaient pas atteindre. Le professeur Chevalier laissa échapper un rire dédaigneux. « C'est absurde. Sommes-nous vraiment en train de considérer la possibilité qu'une langue inconnue de toute la communauté scientifique ait été préservée par un simple vétéran de guerre et sa petite-fille, femme de ménage ?» Raphaël lança un regard glacial en direction du professeur. « Excusez-moi, mais Mademoiselle Dubois vient de faire preuve d'une connaissance qu'aucun de nous ne possède. Cela en soi mérite notre attention scientifique. » Se tournant vers Catherine, il demanda avec gentillesse « Avez-vous encore ces cahiers ?»« Je les ai, » répondit-elle, gagnant en confiance. « Je les garde tous. Mon grand-père m'a demandé de ne jamais m'en défaire. Il disait qu'un jour, il serait important. » « C'est fascinant, » murmura Ladeur Moreau se penchant sur la table. « Catherine, seriez-vous disposée à nous montrer ces cahiers? Nous pourrions comparer les écrits avec les inscriptions de la pierre et vérifier s'il existe réellement une cohérence linguistique entre eux. » Avant que Catherine ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. C'était l'organisateur principal du congrès accompagné de 2 hommes en costume sombre qui dégageaient une aura officielle. « Messieurs, mesdames, je suis désolé d'interrompre, mais nous devons mettre fin à cette réunion. L'incident sur scène a engendré des complications. Les médias spéculent intensément et nous devons publier un communiqué officiel. Professeur Chevalier, votre présence est requise de toute urgence. »« Bien sûr, répondit Chevalier, se levant avec un soulagement visible. « Messieurs, je crois que nous avons un malentendu sensationnaliste à résoudre. La demoiselle a probablement confondu les symboles avec autre chose qu'elle a vu dans sa vie. Peut-être devrions-nous laisser les professionnels s'en occuper maintenant. » Raphaël se leva également. « Pas si vite. Nous sommes face à une possible découverte historique. Nous ne pouvons pas simplement ignorer ce qui s'est passé. »« Docteur Clément » intervint l'organisateur. « Je comprends votre enthousiasme, mais nous devons suivre les protocoles. La relique est sous la protection du musée national, et il y a des questions de sécurité en jeu. S'il vous plaît, tout le monde doit se retirer. » Les 2 hommes en costume se positionnèrent stratégiquement, indiquant clairement que la discussion était terminée. L'un d'eux s'approcha discrètement du professeur Chevalier et lui chuchota quelque chose à l'oreille, faisant pâlir le linguiste. Catherine, se sentant de nouveau invisible face aux autorités, se leva en silence. Raphaël, cependant, n'abandonna pas si facilement. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à la jeune femme. « Ne laissez pas ça se terminer ici, » murmura-t-il, alors que les autres sortèrent de la pièce. « Appelez-moi. Nous devons parler des cahiers de votre grand-père. » Quelques heures plus tard, l'hôtel était presque vide. Le congrès continuerait les jours suivants, mais l'incident avait considérablement altéré l'ambiance de l'événement. Catherine, dispensée du reste de son service après le tumulte, attendait sur le trottoir mouillé par la pluie qui tombait maintenant, fine et constante, le dernier bus de la nuit. « Catherine !» Elle se retourna, reconnaissant la voix de Raphaël.
Il accourait, se protégeant de la pluie avec un journal plié sur la tête. « Désolé d'apparaître comme ça, mais je n'étais pas sûr que vous prendriez contact. » Il s'arrêta devant elle, respirant rapidement. Ce qui s'est passé là-dedans, c'était extraordinaire. « C'était un désastre, » corrigea-t-elle, regardant le sol. « Je vais probablement perdre mon emploi demain. » « Pas si ce que vous avez dit est vrai. » Raphaël semblait véritablement enthousiaste. « Vous comprenez ce que cela signifie? Si votre grand-père connaissait réellement une langue qui correspond aux inscriptions de cette pierre, nous sommes face à quelque chose de bien plus grand qu'un simple congrès académique. » Catherine regarda le ciel nocturne, partiellement couvert de nuages. « Mon grand-père n'était pas un menteur, docteur Clément. Raphaël, appelez-moi Raphaël. » Il sourit et pour la première fois de cette nuit chaotique, Catherine sentit une vague de calme. « Écoutez, je n'ai pas de voiture ici, je suis venu en taxi à l'hôtel. Puis-je vous accompagner chez vous? J'aimerais beaucoup voir ces cahiers, si cela ne vous dérange pas. » Elle hésita. Amener un inconnu dans le petit appartement où elle vivait avec sa mère semblait risqué, même s'il l'avait défendu. Comme s'il lisait ses pensées, Raphaël ajouta « Où nous pouvons nous retrouver demain, dans un lieu public. Je comprendrai tout à fait si vous préférez. » Un éclair illumina le ciel, suivi du grondement du tonnerre. La pluie s'intensifia brusquement. « Le dernier bus est probablement déjà passé, » soupira Catherine. « Et il faudra du temps pour trouver un taxi avec cette pluie. »« Partageons-en un alors, » suggéra Raphaël. « Je vous dépose chez vous et je continue jusqu'à mon hôtel. » 20 minutes plus tard, le taxi s'arrêtait devant un vieil immeuble de la banlieue est de Paris. La pluie tombait toujours avec intensité, mais ils réussirent à courir jusqu'à l'entrée sans trop se mouiller. Quand ils arrivèrent au petit appartement du 3e étage, Madame Sylvie était déjà à la porte avec une expression mêlant inquiétude et soulagement. « Ma fille, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Louis m'a appelé en disant que tu avais provoqué un tumulte à l'événement et... » Elle s'interrompit en remarquant Raphaël. « Qui est ce jeune homme ?»« Maman, voici le docteur Raphaël Clément, de la Sorbonne. »« Raphaël, voici ma mère, Sylvie Dubois. »« Madame Dubois, excusez-moi d'arriver ainsi si tard, » commença Raphaël en lui tendant la main. « Votre fille a fait une découverte extraordinaire aujourd'hui. » Madame Sylvie fronça les sourcils, méfiante. « Quelle découverte ?»« Catherine, que se passe-t-il » En entrant dans le petit appartement de 2 pièces, Catherine raconta à sa mère les événements de la soirée. Madame Sylvie écoutait avec un étonnement croissant, alternant les regards entre sa fille et le jeune professeur. « Les cahiers de ton grand-père » demanda-t-elle enfin, sa voix presque un murmure. « Ces gribouillages qu'il faisait ?» Ce n'étaient pas des gribouillages, maman. C'était une vraie langue, la même que sur cette pierre ancienne qu'ils ont apportée au congrès. Madame Sylvie s'assit lourdement sur le canapé usé. Mon père n'a jamais raconté les détails de la guerre. Il est revenu différent, silencieux. Il ne parlait de ces symboles qu'avec toi, Catherine. Vous deux avez toujours eu cette connexion spéciale. Elle fit une pause, comme si elle décidait si elle devait continuer. Il y a d'autres choses de garder, tu sais, pas seulement des cahiers. Catherine regarda sa mère, surprise. Comment ça, quelle chose? Après sa mort, j'ai trouvé une boîte cachée sous le plancher de la chambre où il dormait. Je ne l'ai jamais ouverte. Ça semblait trop personnel. Je l'ai mise dans notre débarras avec ses autres affaires. Raphaël, qui était resté respectueusement, silencieux jusqu'alors, ne put contenir son excitation. « Madame Dubois, cela pourrait être extrêmement important. Pourrions-nous voir cette boîte maintenant ?» Le débarras mentionné par Madame Sylvie était en réalité une petite buanderie, transformée en espace de rangement. Parmi de vieux meubles empilés et des boîtes en carton jaunies par le temps, se trouvait une malle en bois sombre, fermée par un cadenas rouillé. « Je n'ai jamais réussi à l'ouvrir, » expliqua Madame Sylvie en désignant le cadenas. La clé n'était pas avec ses affaires. Catherine s'agenouilla devant la malle, la touchant avec révérence. Papy utilisait toujours une petite clé, accrochée avec la médaille qu'il gardait dans le tiroir de sa commode. « Quelle médaille ?» demanda Raphaël, intrigué. « Une qu'il ne montrait jamais à personne. Il la gardait enveloppée dans un chiffon. » Catherine se leva, décidée. « Je vais chercher dans ma chambre. J'ai gardé quelques-unes de ses affaires avec moi. » Quelques minutes plus tard, elle revint avec une petite boîte en métal.
À l'intérieur, parmi de vieilles photographies et des lettres jaunies, se trouvait un petit paquet de velours noir. En le dépliant, elle révéla une médaille militaire, en bronze noircie par le temps, et une minuscule clé. « C'est celle-ci », murmura-t-elle en prenant la clé. Elle s'approcha de nouveau de la malle, et après quelques tentatives, le cadenas céda avec un déclic métallique. En ouvrant le couvercle, ils furent accueillis par l'odeur caractéristique de vieux papier et d'encre. Des dizaines de cahiers, semblables à ceux que Catherine possédait déjà, étaient soigneusement organisés. Mais il y avait plus. Des cartes dessinées à la main, des photographies en noir et blanc d'hommes en uniforme, et un petit dispositif métallique qui ressemblait à une machine à écrire miniature, avec des touches qui, au lieu de lettres conventionnelles, contenaient les mystérieux symboles. « Mon Dieu !» murmura Raphaël, prenant le dispositif avec précaution. « On dirait un codeur de terrain, du matériel militaire pour les communications sécurisées. » Catherine fouilla parmi les papiers et trouva une enveloppe épaisse scellée avec une cire rouge déjà brisée. À l'intérieur, il y avait des documents officiels avec des tampons militaires et une lettre manuscrite, signée par un officier dont le nom était partiellement illisible. « Capitaine Jérôme Dubois », lut-elle à voix haute, sentant un frisson parcourir son échine. « Pour ses services exceptionnels en tant que codeur de l'unité spéciale des transmissions, l'armée française reconnaît sa contribution vitale au développement du système linguistique des montagnes silencieuses, utilisé dans les opérations conjointes avec... » Le reste du texte était taché, probablement par l'eau ou l'humidité au fil des ans. « C'est extraordinaire. » Raphaël prit le document avec des mains tremblantes. « Votre grand-père n'était pas seulement un soldat qui connaissait ce code. D'après ce que je comprends, il a été l'un des créateurs du système. » Catherine sentit son cœur s'accélérer. « Mais pourquoi personne n'en a jamais entendu parler? Pourquoi n'est-ce pas dans les livres d'histoire? Les opérations militaires secrètes sont rarement divulguées, expliqua Raphaël, surtout si elles impliquent des systèmes de codage. Le terme même de unité spéciale suggère quelque chose hors des registres conventionnels. » Madame Sylvie, qui observait tout avec une expression stupéfaite, s'approcha et prit l'une des photographies. Elle montrait un groupe d'une douzaine d'hommes, tous en uniforme militaire, posant devant un bâtiment simple. Au dos, une inscription. « Unité montagne silencieuse, 1945. Que nos paroles restent les nôtres. » 1945, murmura Raphaël. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Des unités de la résistance ont combattu dans les Alpes, aux côtés des forces alliées. Mon père était dans les Alpes, confirma Madame Sylvie. Mais il n'en parlait jamais. Il disait seulement qu'il avait vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Raphaël continua d'examiner les documents, de plus en plus fasciné. C'est bien plus grand que ce que nous pensions. Si cette unité a développé un système linguistique complet pour les communications sur le terrain, nous sommes face à une découverte linguistique et historique sans précédent. Mais, et la pierre ? Questionna Catherine. Comment quelque chose créé pendant la Seconde Guerre mondiale est-il apparu sur une relique archéologique? Raphaël fronça les sourcils, tout aussi perplexe. Bonne question. Nous devons examiner de plus près la pierre et comprendre sa véritable origine. Il y a quelque chose d'étrange dans toute cette histoire. À ce moment, le téléphone de Catherine sonna. C'était un numéro inconnu. Hésitante, elle répondit « Mademoiselle Dubois ?» Une voix masculine, formelle, retentit de l'autre côté. « Ici, Daniel Vasconcelos, de l'équipe de sécurité du Congrès. Je m'excuse pour l'heure, mais nous avons besoin que vous vous présentiez demain matin à l'hôtel pour une réunion avec le comité d'organisation. Le sujet est délicat. » « À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-elle, sentant un nœud dans son estomac. « En partie. Des complications sont survenues. Le professeur Chevalier exige des mesures sévères, mais la Dère Moreau et d'autres membres du comité veulent entendre votre version des faits. S'il vous plaît, soyez à l'hôtel à 8 heures. » Après avoir accepté, Catherine raccrocha et rapporta la conversation à Raphaël et à sa mère. « Ils vont essayer de vous discréditer, » affirma Raphaël, son visage se durcissant. Chevalier a beaucoup à perdre s'il est prouvé qu'une employée de l'hôtel a réussi à déchiffrer quelque chose qu'il ne pouvait pas. « Que dois-je faire ?» demanda Catherine, se sentant soudainement épuisée. « Apportez les cahiers, tous, et ce document officiel aussi, ce sont vos preuves.
Raphaël fit une pause pensif. En fait, je viens avec vous. En tant que linguiste et chercheur, je peux apporter un soutien académique à votre découverte. Et connaissant Chevalier, vous aurez besoin de tout le soutien possible. Madame Sylvie, qui était restée silencieuse quelques instants, parla d'une voix déterminée. Je vais appeler Louis et quelques collègues de l'hôtel. Ils peuvent témoigner de la façon dont le professeur a traité ma fille. Ça ne va pas en rester là. Pendant que mère et fille organisaient les documents, Raphaël continuait d'examiner la malle. Au fond, il trouva quelque chose qui était passé inaperçu. Une petite boîte en métal, semblable à une boîte à bijoux, mais plus lourde. Catherine, regarde ça. À l'intérieur de la boîte, soigneusement enveloppée dans un tissu ciré, se trouvait un objet qui les fit tous les trois se figer de stupeur. Un fragment de pierre plus petit, mais indubitablement similaire à celui exposé au Congrès avec les mêmes types d'inscriptions. Comment est-ce possible? Catherine prit le fragment avec des mains tremblantes. « Je ne suis pas sûr, répondit Raphaël, sa voix dissimulant mal son excitation, mais il semble que votre grand-père possédait une partie de la même relique que celle du Congrès. Ou peut-être que la pierre du Congrès n'est pas aussi ancienne qu'ils le disent, compléta Catherine, un soupçon grandissant dans son esprit. Et si c'était une contrefaçon? Et si quelqu'un essayait de faire passer quelque chose créé pendant la guerre pour une relique archéologique? Cela expliquerait la nervosité du professeur Chevalier et de ces hommes en costume interrompant notre réunion, réfléchit Raphaël. Il pourrait y avoir bien plus en jeu qu'une simple découverte linguistique. Madame Sylvie, qui avait quitté la pièce un instant, revint avec une expression inquiète. « Je viens de recevoir un message de Louis. Quelque chose d'étrange se passe à l'hôtel. Il dit que des hommes qui ne semblent pas faire partie de la sécurité habituelle fouillent les installations, posant des questions sur toi, Catherine. Et la pierre, elle a été retirée en urgence du salon. » Les trois échangèrent des regards tendus. Le mystère de la langue des montagnes silencieuses semblait plus profond et potentiellement plus dangereux que ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. « Je ne pense pas qu'il soit sûr que tu ailles à l'hôtel demain, » dit finalement Raphaël. « Pas seul, en tout cas. Mais si je n'y vais pas, ils diront que je me suis enfui, que tout était un mensonge. Je connais quelques journalistes. » Raphaël prit son téléphone. « Des gens de confiance qui n'ont pas peur d'enquêter même sous pression. Je vais passer quelques appels. S'il y a quelque chose de louche derrière toute cette histoire, la meilleure protection est l'exposition publique. » Catherine regarda le fragment de pierre dans ses mains, les cahiers de son grand-père, le codeur au symbole mystérieux. Quelques heures plus tôt, elle n'était qu'une employée anonyme dans un hôtel de luxe. Maintenant, elle était au centre d'un mystère qui semblait impliquer des secrets militaires, des reliques contrefaites et une langue que seule elle et son défunt grand-père semblèrent comprendre. « Il savait, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Papy savait qu'un jour cela referait surface. C'est pour ça qu'il m'a enseigné. C'est pour ça qu'il a tout gardé. » Raphaël, qui venait de raccrocher après avoir parlé rapidement à un contact, s'approcha d'elle. « Une amie journaliste va nous retrouver dans 1 heure, dans un café du centre-ville. Elle travaille pour un portail d'information indépendant. Nous pouvons raconter votre histoire avant qu'il n'essaie de vous réduire au silence. » « Notre histoire, » corrigea Catherine avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas jusqu'à ce moment. « L'histoire de mon grand-père, des hommes de cette unité, de la langue des montagnes silencieuses. Une histoire que quelqu'un veut garder enterrée. » Cette nuit-là, alors qu'ils réorganisèrent les documents et se préparaient à sortir, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer qu'à quelques kilomètres de là, dans un laboratoire improvisé à l'arrière de l'hôtel Concorde, des techniciens analysaient la pierre de Kerloch sous les ordres exprès du professeur Chevalier. Combien de temps pour effacer complètement les inscriptions et les remplacer par quelque chose de plus convenable? Demandait-il, observant le travail méticuleux d'un spécialiste en restauration. Quelques heures, au maximum, répondit l'homme en blouse blanche. Mais c'est tout à fait illégal, professeur. Nous parlons de destruction du patrimoine historique. Chevalier sourit froidement. Patrimoine historique? Cette pierre n'a rien d'historique, mon cher. C'est un artefact bien plus récent que tout le monde ne le pense. Et je dois m'assurer qu'elle reste un mystère où ma réputation sera ruinée à jamais. Ce que le professeur ne savait pas, cependant, c'est que l'un des jeunes techniciens impressionnés par les événements de la soirée photographiait secrètement chaque centimètre de la pierre originale avec son téléphone portable,
avant que les modifications ne commencent. Le café littéraire au centre de Paris était presque vide à cette heure de la nuit. Les tables en bois sombre, éclairées uniquement par de petites lampes à lumière jaune, conféraient à l'endroit une atmosphère d'intimité conspiratrice. Catherine, Raphaël et Madame Sylvie occupaient une table au fond, avec la boîte de documents soigneusement placée entre eux. « Tu es sûr qu'on peut faire confiance à cette journaliste ?» demanda Madame Sylvie. Pour la 3e fois, regardant nerveusement l'entrée chaque fois que la clochette de la porte sonnait. « Marion Durand était ma camarade à la fac », expliqua Raphaël en consultant son téléphone. « Elle a bâti sa carrière en enquêtant sur ce genre d'histoire, secrets institutionnels, documents historiques oubliés, injustices étouffées. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider à protéger Catherine et à révéler la vérité, c'est bien elle. » Catherine restait silencieuse, ses doigts parcourant distraitement les symboles du fragment de pierre qu'elle avait apporté. Depuis qu'ils avaient quitté l'appartement, une sensation étrange l'accompagnait, comme si elle accomplissait enfin un destin tracé bien avant sa naissance. Les mots de son grand-père résonnaient dans sa mémoire. « Un jour, ma petite, ces marques diront au monde ce qui a été réduit au silence pendant si longtemps. » La porte du café s'ouvrit de nouveau, et une femme d'environ 35 ans entra. Grande, les cheveux crépus attachés en un chignon désordonné, elle portait un jean, une veste en cuir usé et un sac à dos qui semblait sur le point d'exploser tant il était plein. Ses yeux perspicaces balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'ils localisent Raphaël. « C'est Marion », murmura-t-il en lui faisant un signe discret. La journaliste s'approcha d'un pas rapide et décidé. « Raphaël », salua-t-elle avec une brève accolade avant de se tourner vers les 2 autres femmes. « Vous devez être Catherine. Et vous, madame ?»« Sylvie Dubois », se présenta Madame Sylvie, tendant la main avec un mélange de méfiance et d'espoir. Marion s'assit, refusant l'offre de café d'un geste. « Mieux vaut aller droit au but. Raphaël ne m'a dit que le strict minimum au téléphone, mais il semble que vous soyez assis sur une bombe à retardement. » Dans les minutes qui suivirent, Catherine et Raphaël relatèrent les événements de la soirée, se complétant l'un l'autre. Marion écoutait attentivement, prenant des notes rapides dans un petit carnet, tout en prenant occasionnellement des photos discrètes des documents qui lui étaient montrés. « Ce système linguistique, dit-elle en désignant l'un des cahiers ouverts, vous dites qu'il a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale par une unité spéciale de l'armée française ?»« Tout l'indique, » répondit Raphaël. « La lettre officielle mentionne l'unité spéciale des transmissions et le système linguistique des montagnes silencieuses. Le grand-père de Catherine, le capitaine Jérôme Dubois, en était apparemment l'un des créateurs. Mais si c'est vrai, questionna Marion en examinant le fragment de pierre, comment ces mêmes symboles apparaissent-ils sur une prétendue relique archéologique, présentée comme une découverte pré-celtique? C'est exactement là que l'histoire devient floue, intervint Catherine. Cette pierre au Congrès ne peut pas être une relique ancienne, ce doit être une contrefaçon, utilisant les mêmes symboles que mon grand-père et son unité ont créés. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi. Marion regarda intensément les 3. Pourquoi quelqu'un contrefait-il une relique archéologique en utilisant un code militaire secret? Et pourquoi le professeur Chevalier, une autorité mondiale en linguistique, serait-il impliqué là-dedans? Un silence pensif s'installa à la table. C'est Madame Sylvie qui le brisa d'une voix étonnamment ferme. Je me souviens de quelque chose. Quand mon père était très malade, vers la fin, il délirait parfois. Il parlait de documents cachés, de la vérité enterrée avec la pierre. J'ai pensé que c'était juste les divagations d'un homme malade. Mais maintenant, quel genre de documents, Madame Dubois? Demanda Marion, se penchant en avant avec un intérêt renouvelé. Il mentionnait l'accord, les ordres que personne n'a respectés, les gars abandonnés dans les montagnes. Je n'ai jamais compris de quoi il parlait. Raphaël échangea un regard significatif avec Marion. La résistance française a combattu principalement dans les Alpes. Il y a eu plusieurs opérations mal documentées, surtout celles impliquant des unités spéciales. Mais ça n'explique toujours pas la fausse pierre au Congrès, observa Catherine. Sauf si... Marion s'arrêta, feuilletant rapidement son carnet de notes. Vous avez dit que la pierre est présentée comme une découverte archéologique de Bretagne, trouvée récemment lors de fouilles à Kerloch. Raphaël hocha la tête.
C'est ce que le professeur Chevalier a annoncé au début de sa présentation. « Kerlock » murmura Marion, tapant rapidement sur son téléphone. « Il y a un grand projet de développement immobilier en cours là-bas depuis quelques mois, le groupe Chevalier Immobilier. »« Groupe Chevalier ?» Catherine écarquilla les yeux. « Comme le professeur ?» Auguste Chevalier est le frère d'Édouard Chevalier, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de France, confirma Marion, montrant l'écran de son téléphone avec un article sur le sujet. Le projet à Kerlock a rencontré la résistance de groupes écologistes et de protection du patrimoine, qui affirment que la zone pourrait contenir des sites archéologiques importants. Donc la pierre pourrait être une tentative de, commença Raphaël. De légitimer les fouilles, compléta Marion. Une découverte archéologique pertinente, dûment étudiée et préservée, pourrait neutraliser l'opposition au projet. Mais si la pierre est fausse, ce serait une fraude, conclut Catherine, une contrefaçon pour manipuler les approbations gouvernementales et l'opinion publique. À ce moment, le téléphone de Raphaël sonna. Il regarda l'écran avec une expression inquiète. « C'est un numéro masqué », murmura-t-il en répondant prudemment. « Allô ?» Les autres observèrent son expression passer de l'inquiétude à l'alarme tandis qu'il écoutait en silence. Après quelques secondes, il raccrocha. « C'était l'un des techniciens du laboratoire de l'hôtel », expliqua-t-il, la voix tendue. « Il a dit qu'il ne pouvait pas s'identifier, mais il voulait m'avertir qu'ils sont en train de modifier la pierre originale. Ils enlèvent les inscriptions et les remplacent par des symboles différents. Il a réussi à tout photographier avant qu'il ne commence les modifications et veut nous rencontrer. »« C'est un piège », déclara immédiatement Madame Sylvie. « Comment a-t-il eu ton numéro ?»« Il a dit qu'il était présent pendant la confusion dans la salle et a entendu quand j'ai échangé des informations avec l'Adré Moreau. » Raphaël semblait partagé. Il avait l'air sincèrement inquiet. « Nous ne pouvons pas ignorer ça, » affirma Marion. « S'ils sont vraiment en train d'altérer la preuve principale, nous avons besoin de ces photos. Mais je suis d'accord. Avec Madame Dubois, nous devons être prudents. Je suggère un lieu public, fréquenté, et nous n'irons pas tous ensemble. » Après une brève discussion, ils décidèrent que Raphaël rencontrerait le technicien à la station de métro Châtelet le lendemain matin. Marion, de son côté, se rendrait à la rédaction de son portail d'information pour commencer à enquêter en profondeur sur le lien entre le professeur Chevalier, son frère promoteur, et le projet de Kerlock. « Et nous ?» demanda Catherine, se référant à elle-même et à sa mère. « Vous devez disparaître temporairement, » décida Marion. « Si Chevalier manipule vraiment les preuves, il n'appréciera pas de savoir que des cahiers originaux et un fragment de la pierre sont entre vos mains. Avez-vous un endroit où vous pouvez rester qui ne soit pas facilement traçable ?» Madame Sylvie réfléchit un instant. « Ma sœur Lourdes vit à Sainte-Croix-des-Monts, dans le Jura. C'est un petit village à 2 heures d'ici. Ça fait des années que je ne lui ai pas rendu visite, mais nous gardons le contact. Je doute que quelqu'un nous chercherait là-bas. »« Parfait, » approuva Marion. « Vous devez partir cette nuit même en emportant tous les documents. N'utilisez pas de carte de crédit ou de téléphone qui pourrait être tracée. Je vais vous donner un téléphone prépayé pour les urgences. » Quand ils quittèrent le café, l'aube pointait déjà. Une fine bruine tombait sur la ville, enveloppant les lumières des lampadaires de halo diffus. Marion accompagna Catherine et Madame Sylvie à la gare routière, les aidant à acheter des billets en espèces pour une ville proche de Sainte-Croix-des-Monts, d'où elle prendrait un bus local. Sur le quai d'embarquement, presque vide à cette heure, Catherine sentit un pincement au cœur en disant au revoir à Raphaël. « Fais attention, » demanda-t-elle en lui serrant brièvement la main. « Ce technicien ne lui fait pas entièrement confiance. »« Je serai vigilant, » promit Raphaël. « Dès que j'aurai les photos, je vous retrouverai à Sainte-Croix-des-Monts. Marion restera en contact permanent et nous préviendra de toute publication de l'histoire. » L'adieu fut bref, mais chargé d'une intensité qui reflétait les événements extraordinaires qu'ils avaient partagés au cours des dernières heures. Lorsque le bus partit, emmenant mère et fille vers les montagnes, Catherine sentit un mélange contradictoire de peur et de détermination. Serrant contre sa poitrine le sac qui contenait les précieux cahiers de son grand-père, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Pendant ce temps, dans le laboratoire improvisé de l'hôtel Concorde, le professeur Auguste Chevalier observait avec satisfaction le travail presque achevé sur la pierre modifiée. Les inscriptions originales avaient été complètement retirées
et remplacés par des symboles qui rappelaient vaguement des hiéroglyphes mayas. « Excellent travail », loua-t-il, s'adressant au spécialiste en restauration qui, visiblement mal à l'aise, évitait son regard. « Quand ceci sera présenté demain, personne ne remettra en question son authenticité. Et quant à cette employée, insolente, elle passera juste pour une déséquilibrée cherchant son quart d'heure de gloire. »« Professeur, » l'interrompit l'un des assistants en entrant précipitamment dans la pièce, « nous avons un problème. Quelqu'un a accédé au système de sécurité de l'hôtel et a copié les enregistrements du salon principal, y compris le moment où la fille a lu les inscriptions originales. » Le visage de Chevalier se transforma en un masque de fureur contenue. « Qui ? » ?»« Nous ne le savons pas encore, mais nous soupçonnons quelqu'un de l'équipe technique. Un des jeunes ne s'est pas présenté pour son service de nuit et ne répond pas au téléphone. » Le professeur prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. « Trouvez-le, immédiatement, et découvrez s'il a eu des contacts avec la fille ou avec ce linguiste importun, ce Clément. » L'assistant hocha la tête et sortit rapidement. Seul avec le spécialiste en restauration, Chevalier contempla la pierre modifiée, ses yeux reflétant de froids calculs. « Nous allons accélérer le programme, » décida-t-il. « La conférence de presse aura lieu à 7 heures du matin et non à 10 comme prévu. Je veux que tous les principaux médias soient présents lorsque je révélerai la véritable traduction de cette relique inestimable. » Le spécialiste leva les yeux, confus. « Mais monsieur, nous n'avons pas encore terminé tous les détails et les analyses chimiques pour prouver l'ancienneté. »« Les analyses sont déjà prêtes, » coupa Chevalier en lui tendant une enveloppe, « signée par les meilleurs laboratoires. Tout ce que vous avez à faire est de confirmer qu'elles correspondent à votre travail de restauration. » L'homme prit l'enveloppe avec une hésitation visible. « Professeur, c'est de la falsification de... » « Ceci, » l'interrompit Chevalier, « est une avance pour votre silence. » Il glissa discrètement une enveloppe épaisse dans la poche de la blouse du spécialiste. « Le reste viendra quand tout sera terminé de manière satisfaisante. Ou préférez-vous faire face aux conséquences légales pour avoir participé jusqu'ici ?» Le spécialiste déglutit, regardant l'enveloppe dans sa poche. Après un moment de tension, il hocha la tête en silence. Chevalier sourit, satisfait. « Parfait. Maintenant, terminez les derniers détails. Nous avons quelques heures pour nous assurer que cette présentation soit parfaite. » Ce que le professeur ne savait pas, c'est que, caché derrière une armoire d'équipement au fond de la pièce, le jeune technicien qui avait téléphoné à Raphaël enregistrait toute la conversation sur son téléphone portable. À Sainte-Croix-des-Monts, l'aube arriva enveloppée de brouillard, comme il était courant dans ce village historique niché au cœur du Jura. Les anciennes maisons en bois construites au XIXe siècle émergeaient lentement de la brume matinale comme des fantômes d'une époque oubliée. Tante Lourdes, une dame énergique d'une 60aine d'années, avait accueilli Catherine et Madame Sylvie avec surprise, mais sans poser trop de questions. Il y avait en elle la sagesse de ceux qui comprennent que, parfois, la famille a besoin d'un refuge sans explication détaillée. Elle les installa dans le petit grenier de sa maison en bois, avec vue sur la vallée couverte de forêts, et leur fournit du thé chaud et des couvertures supplémentaires. « Cet endroit me rappelle les histoires de papy », commenta Catherine, observant le paysage par la fenêtre du grenier alors que la lumière de l'aube commençait à dissiper le brouillard. Les montagnes silencieuses. Madame Sylvie, qui organisait les documents apportés sur une petite table en bois, soupira. « Ton grand-père aimait les montagnes. Il disait que c'était seulement là qu'il parvenait à entendre ses propres pensées après ce qu'il avait vécu à la guerre. » Catherine se tourna vers sa mère, remarquant quelque chose de différent dans son expression. « Maman, il y a quelque chose que tu ne m'as jamais dit sur papy, n'est-ce pas ?» Madame Sylvie resta silencieuse un long moment, ses mains planant au-dessus des documents. Finalement, elle hocha la tête. « Quand j'étais petite, peu après son retour de la guerre, des hommes sont venus chez nous. Des hommes en costume, sérieux parlant de sécurité nationale et de documents confidentiels. Ma mère m'a envoyé dans ma chambre. Mais j'ai entendu des cris. Quand je suis sortie en cachette pour voir ce qui se passait, j'ai vu mon père en sang, le visage tuméfié. Les hommes étaient partis, emportant quelques papiers. Ma mère pleurait en nettoyant ses blessures. « Papy n'a jamais mentionné ça, » murmura Catherine, choquée. « Il nous a fait promettre de ne jamais en parler. Il disait que c'était pour notre protection. »
Madame Sylvie prit l'un des cahiers, le feuilletant avec soin. Après ce jour-là, il a commencé à écrire de manière obsessionnelle dans ces étranges cahiers, et il a commencé à t'enseigner quand tu n'étais qu'une enfant. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Il disait que tu avais le don d'entendre ce qui n'était pas dit. Je n'ai jamais compris ce que ça signifiait, jusqu'à hier soir, quand tu as lu ces symboles que personne d'autre ne pouvait déchiffrer. Catherine s'assit à côté de sa mère, une nouvelle compréhension se formant dans son esprit. Alors papy se protégeait. Il codifiait des informations qu'il ne voulait pas que ces hommes trouvent. Et il m'a enseigné pour que la connaissance ne meure pas avec lui. Probablement. Madame Sylvie hésita avant d'ajouter « Il y a eu autre chose, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. La nuit avant de mourir, ton grand-père délirait à cause de la fièvre. Il a serré ma main avec une force surprenante et a dit « La vérité est dans la pierre, Sylvie. La vérité sur les gars qu'ils ont laissés pour morts. Ils essaieront de la cacher pour toujours, mais un jour la pierre parlera. Quand ça arrivera, protège la petite. » Catherine sentit un frisson parcourir son échine. « Il savait, » murmura-t-elle. D'une manière ou d'une autre, il savait que ça arriverait. Le téléphone prépayé fourni par Marion sonna, interrompant le moment. Catherine répondit rapidement. « Catherine, c'est Marion. Tu dois allumer la télé tout de suite, sur n'importe quelle chaîne d'information. » Le cœur battant, Catherine descendit les escaliers jusqu'au petit salon de Tante Lourde, où un vieux téléviseur occupait un coin. L'allumant rapidement, elle trouva une chaîne d'information où le visage du professeur Auguste Chevalier remplissait l'écran. Il était en conférence de presse, debout derrière un pupitre couvert de microphones. « Après des analyses détaillées, durant la nuit, disait-il avec une expression solennelle, je peux confirmer que la pierre de Kerloch contient une variante de l'écriture maya, jusqu'alors inconnue, qui suggère des contacts précolombiens avec les populations du littoral français. Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de l'histoire des Amériques. » La caméra s'éloigna pour montrer la pierre, maintenant avec des inscriptions visiblement différentes de celles que Catherine avait lues la veille. « Quant au regrettable incident d'hier, » continua Chevalier, son ton devenant condescendant, « je tiens à préciser que la jeune employée en question semble souffrir d'un trouble délirant, possiblement induit par des histoires fantaisistes racontées par son grand-père, un vétéran de guerre avec un historique de problèmes mentaux. Elle sera orientée vers une évaluation psychiatrique, et l'hôtel a déjà pourvu à son remplacement. Cette situation ne diminue en rien l'importance historique de notre découverte. » Madame Sylvie poussa un cri d'indignation. « Comment ose-t-il? Menteur éhonté. »« Attends, » demanda Catherine, augmentant le volume alors qu'une agitation commençait à se produire au fond de la salle de presse. Un jeune homme se frayait un chemin parmi les journalistes, s'approchant rapidement de la scène. Catherine reconnut le technicien du laboratoire qu'elle avait brièvement aperçu à l'hôtel. Il tenait une tablette et semblait déterminé à atteindre le micro. « Le professeur Chevalier ment !» cria-t-il, réussissant enfin à attirer l'attention. « La pierre a été modifiée pendant la nuit. J'ai des photos de l'original et des enregistrements qui prouvent la falsification. » Des agents de sécurité commencèrent à se diriger vers lui, mais plusieurs journalistes encerclaient déjà le jeune homme, pointant caméra et micro. Dans la confusion, quelqu'un réussit à connecter la tablette à l'un des moniteurs de la salle, affichant une photo nette de la pierre originale, avec les mêmes symboles que Catherine avait lus. Le téléphone sonna de nouveau dans la main de Catherine. « Tu vois ça ?» demanda Marion, sa voix électrique d'excitation. « C'est Paul, le technicien qui devait rencontrer Raphaël aujourd'hui. Il a décidé d'agir directement quand il a appris que la conférence avait été avancée. Et Raphaël, il est là ?» Il y eut une pause tendue. « Je n'ai pas réussi à le joindre depuis que nous nous sommes séparés. Il aurait dû appeler en arrivant à l'hôtel. » Un nœud se forma dans l'estomac de Catherine. À l'écran, le chaos continuait de se dérouler. Le professeur Chevalier, rouge de fureur, tentait de discréditer le technicien, tandis que des agents de sécurité essayaient de l'évacuer. Les journalistes criaient des questions, les flashs crépitaient sans cesse. « Ils ont modifié la pierre pour dissimuler la vérité !» cria Paul, résistant aux agents. « Il s'agit de symboles créés par une unité militaire secrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une relique archéologique. » À ce moment, la retransmission fut brusquement coupée, remplacée par une publicité.
Quand elle reprit quelques minutes plus tard, la présentatrice semblait visiblement perturbée. Nous revenons à notre programmation après un incident lors de la conférence de presse sur la découverte archéologique de Kerloch. Les autorités ont évacué un individu qui portait des accusations non confirmées. Le professeur Auguste Chevalier a annulé le reste de la présentation, invoquant des raisons de sécurité. Le téléphone de Catherine vibra avec un SMS. C'était un numéro inconnu, mais le contenu lui glaça le sang. « J'ai Raphaël. Apporte les cahiers et le fragment de pierre à l'observatoire abandonné au sommet de Sainte-Croix-des-Monts. Avant midi, où il ne verra pas le coucher du soleil. Viens seul. » Catherine montra le message à sa mère, qui pâlit instantanément. « Mon Dieu, comment savent-ils que nous sommes ici ?» Catherine sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules. En moins de 24 heures, sa vie s'était transformée en un thriller de conspiration, avec un homme kidnappé, des documents secrets et la vérité historique en jeu. Pourtant, étrangement, elle ne ressentait pas de peur, seulement une détermination croissante, comme si elle comprenait enfin le but de l'héritage que son grand-père lui avait laissé. « Je dois y aller », décida-t-elle, se levant et commençant à rassembler les cahiers les plus importants. « Non !» Madame Sylvie attrapa son bras. « C'est un piège. Ils vont te faire du mal, ou pire. Et si je n'y vais pas, ils feront du mal à Raphaël. » Catherine regarda sa mère dans les yeux avec une intensité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Papy m'a fait confiance pour une raison. C'est le moment d'honorer cette confiance. »« Alors tu n'iras pas seule, » déclara Madame Sylvie en prenant le téléphone. « Je vais appeler Marion et la police. Ils ont dit de venir seuls. S'ils remarquent le moindre mouvement suspect, ils n'ont pas besoin de le remarquer. » Tante Lourde s'entra dans la pièce, surprenant les deux femmes. La vieille dame avait entendu une partie de la conversation. « Je connais ces montagnes mieux que personne. Il y a des sentiers secrets jusqu'au vieil observatoire, des chemins que seuls les anciens habitants connaissent. Je peux amener de l'aide là-haut sans que personne ne s'en aperçoive. » Catherine hésita, partagée entre la peur pour Raphaël et la conscience du danger. Finalement, elle hocha la tête. « Nous avons peu de temps. Je dois y arriver avant midi et nous avons besoin d'un plan. » Pendant que les trois femmes discutèrent de stratégie, dans le vieil observatoire astronomique abandonné au point le plus haut de Sainte-Croix-des-Monts, Raphaël Clément était attaché à une chaise, avec une coupure au-dessus du sourcil gauche et une expression de défi sur le visage. « Votre patron est fini, » dit-il à l'homme qui le surveillait, un individu grand et sérieux en costume sombre. « La vérité est déjà en train de fuiter. Dans la presse, la pierre modifiée, les menaces, le projet immobilier de Kerloch, tout va éclater. » L'homme sourit froidement. « Vous croyez vraiment que cela se résume à un projet immobilier et une fausse pierre, docteur Clément? Vous n'avez pas encore compris la véritable dimension de cette histoire. Que voulez-vous dire? Cette langue des montagnes silencieuses porte bien plus que de la poésie, » répondit l'homme, regardant par la fenêtre poussiéreuse la vallée enveloppée de brume. « Elle porte des secrets qui pourraient réécrire des chapitres entiers de l'histoire officielle. Des secrets pour lesquels des gens meurent depuis des décennies. » Raphaël sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la montagne. « Qui êtes-vous vraiment? Vous ne travaillez pas seulement pour Chevalier, n'est-ce pas ?» L'homme se retourna lentement. « Disons que je représente des intérêts qui transcendent un simple professeur de linguistique ou son frère entrepreneur. Des intérêts qui ont maintenu certaines vérités enterrées depuis 1945. » À cet instant, à travers la fenêtre embuée, Raphaël aperçut une silhouette solitaire gravissant le sentier en direction de l'observatoire. Même à distance, il reconnut immédiatement la démarche déterminée de Catherine, portant un sac à dos qui contenait certainement les précieux cahiers. « Elle est venue, » murmura l'homme, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Il semble que l'héritage du capitaine Dubois va enfin trouver sa destinée. » Le brouillard de Sainte-Croix-des-Monts semblait plus dense ce matin-là, enveloppant l'observatoire abandonné d'un voile blanc qui limitait la visibilité à quelques mètres. Catherine gravissait lentement le sentier principal, sentant le poids des cahiers dans son sac à dos et le froid de la montagne pénétrer ses vêtements fins. Elle n'était pas habillée pour une expédition. Elle portait toujours les mêmes vêtements que la veille, totalement inadaptés au climat humide et glacial de la montagne. Pendant sa marche, son esprit était en ébullition, plein de pensées et de souvenirs. Les histoires de son grand-père, les symboles mystérieux,
les paroles de sa mère sur des hommes en costume cherchant des documents des décennies plus tôt. Maintenant, comme dans un cycle qui se refermait, elle portait ces mêmes documents pour les remettre à des hommes similaires. La différence était que cette fois, la décision était la sienne, non par peur mais par choix. L'observatoire émergeait du brouillard, comme un fantôme architectural. Construit à la fin du XIXe siècle pour des études astronomiques et météorologiques, il avait été abandonné des décennies auparavant. La structure circulaire en pierre, avec sa coupole partiellement effondrée, avait un air mélancolique de gloire oubliée. Catherine s'arrêta à quelques mètres de l'entrée, prenant une profonde inspiration pour calmer son cœur qui battait la chamade. À travers une fenêtre brisée, elle put apercevoir Raphaël attaché à une chaise. À côté de lui, un grand homme en costume sombre observait le sentier. Il l'attendait. Il n'y avait aucun signe de quelqu'un d'autre, mais Catherine savait qu'il serait naïf de croire que l'homme était seul. « Je suis là », appela-t-elle, faisant quelques pas de plus vers l'entrée. « J'ai apporté ce que vous avez demandé. Maintenant, libérez Raphaël. » La porte de l'observatoire s'ouvrit lentement, révélant l'homme en costume. Vu de près, il avait un visage anguleux, des yeux froids et une posture qui dénotait un entraînement militaire. « Mademoiselle Dubois », salua-t-il d'une voix contrôlée. « Veuillez entrer, il fait trop froid pour discuter ici. » Catherine hésita, regardant instinctivement derrière elle. Le sentier par lequel elle était venue disparaissait dans le brouillard, tout comme les sentiers alternatifs que tante Lourdes avait mentionnés. Quelque part dans cette blancheur, elle le savait, Marion et des policiers locaux tentaient de s'approcher discrètement, mais il n'y avait aucune garantie qu'ils arriveraient à temps. « Je veux d'abord voir si Raphaël va bien », exigea-t-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. L'homme s'écarta, lui permettant de voir l'intérieur de l'observatoire. Raphaël était conscient, avec une coupure au sourcil, mais apparemment sans autre blessure grave. Ses yeux croisèrent les siens, transmettant à la fois soulagement et inquiétude. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit Raphaël. « Il n'est pas seul. » Comme pour confirmer ses paroles, un autre homme émergea de l'ombre au fond de l'observatoire. Celui-ci était plus âgé, avec des cheveux grisonnants et un air d'autorité naturelle. Catherine sentit un frisson de reconnaissance, bien qu'elle fût certaine de ne l'avoir jamais vu auparavant. « Entrez, mademoiselle Dubois », invita l'homme plus âgé. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, et peu de temps. » À contre-cœur, Catherine entra dans l'observatoire circulaire. L'espace intérieur était étonnamment organisé, avec des équipements de communication modernes installés en contraste avec les vieux murs de pierre. Une table improvisée occupait le centre, avec des cartes et des documents étalés dessus. Qui que fussent ces hommes, ils étaient préparés. « Les cahiers », exigea l'homme plus âgé en tendant la main. Catherine serra la bretelle de son sac à dos. « D'abord, qui êtes-vous? Que voulez-vous vraiment ?» L'homme plus âgé échangea un regard avec son collègue plus jeune avant de répondre. « Mon nom est colonel Vasconcelos. Je sers la patrie depuis plus longtemps que vous n'avez d'années. » Il désigna l'autre homme. « Voici le major Ribeiro. Nous travaillons pour la même organisation qui a rendu visite à votre grand-père il y a des décennies. Vous êtes les hommes qui l'ont battu, » conclut Catherine, sentant une colère monter en elle. « Ceux qui voulaient le faire taire. Une interprétation compréhensible, mais inexacte, » répondit calmement le colonel. « Votre grand-père, le capitaine Jérôme Dubois, était l'un des nôtres. Un patriote brillant qui a aidé à créer un système linguistique révolutionnaire pendant la guerre. Ce que nous cherchions à l'époque, c'étaient des documents classifiés qu'il n'aurait pas dû emporter avec lui en quittant le service. »« C'est faux !» s'exclama Catherine. « Ma grand-mère vous a vu l'agresser. Ce que votre grand-mère a vu, c'est une situation qui a échappé à tout contrôle, » admit le colonel. « Votre grand-père a résisté. Il y a eu une lutte. C'est regrettable. Mais cela arrive dans les opérations de terrain. » Raphaël, qui observait tout attentivement, intervint. « Qu'y a-t-il dans ces documents qui justifieraient une telle action? Pourquoi sont-ils encore importants après tant de décennies ?» Le colonel s'approcha de la table, indiquant les cartes étalées. L'unité spéciale des transmissions n'était pas seulement un groupe de codeurs, docteur Clément. C'était une équipe d'élite, infiltrée en territoire ennemi pour des missions hautement sensibles. Le système linguistique des montagnes silencieuses a été créé non seulement pour des communications sécurisées, mais pour cacher des vérités qui pourraient compromettre la souveraineté nationale
et des alliances internationales. Quelle vérité, pressa Catherine. En 1944, une équipe de 10 hommes, dont votre grand-père, a été envoyée dans les Alpes pour une opération conjointe avec les Alliés, expliqua le colonel. La mission officielle était d'établir des communications avancées pour les troupes progressant contre les forces allemandes. La mission réelle, cependant, consistait à localiser et à extraire des scientifiques allemands travaillant sur des projets sensibles. « Opération Paperclip », murmura Raphaël, la course des puissances alliées pour capturer les scientifiques allemands avant qu'ils ne tombent aux mains des soviétiques. « Précisément », confirma le colonel. « Sauf que notre implication dans cette opération n'a jamais été officiellement reconnue. La France se relevait à peine, et la participation d'unités non officielles de la résistance à des opérations de renseignement de ce calibre aurait été diplomatiquement problématique. Ça n'explique toujours pas la pierre, observa Catherine. Le colonel sourit légèrement. Patience, mademoiselle Dubois. Nous y arrivons. Il tira l'une des cartes. L'opération a mal tourné. Très mal tourné. Le groupe a été découvert. Il y a eu un affrontement. Les communications ont été perdues, et puis officiellement les 10 hommes ont été portés disparus au combat. Mais mon grand-père a survécu, contesta Catherine. 6 d'entre eux ont survécu, en fait, corrigea le colonel. Cachés dans des grottes dans les montagnes pendant des semaines, attendant un sauvetage qui n'est jamais venu. Des ordres supérieurs ont décrété que l'opération n'avait jamais existé. Les hommes ont été abandonnés à leur sort. Raphaël tenta de s'ajuster sur sa chaise, malgré les cordes. Vous avez laissé vos propres soldats mourir pour éviter un incident diplomatique. La guerre exige des décisions difficiles, docteur, répondit froidement le colonel. Finalement, ces 6 hommes ont réussi à retrouver leur chemin, traversant des territoires hostiles sous de fausses identités. Quand ils sont enfin rentrés en France des mois plus tard, ils ont été accueillis non pas comme des héros, mais comme un problème de sécurité nationale. Ils en savaient un trop. Alors vous les avez réduits au silence, conclut Catherine, sentant un nœud dans sa gorge, en imaginant ce que son grand-père avait enduré. Nous leur avons offert un accord, corrigea le colonel. Des pensions généreuses, une assistance médicale, un anonymat protégé. En échange, un silence absolu sur l'opération et la restitution de tous les documents y afférents. Mais mon grand-père en a gardé certains, déduisit Catherine. Votre grand-père était le plus idéologique du groupe. Il insistait sur le fait que la vérité devait être préservée, qu'un jour l'histoire devrait être racontée. Le colonel soupira. Les autres ont accepté l'accord. Jérôme a été le seul à résister. Quand nous avons su qu'il tenait des registres codés, nous avons dû intervenir. Et la pierre, insista Catherine. Comment s'intègre-t-elle dans tout ça? Le colonel hésita comme s'il pesait ses mots. Ce fut le major Ribeiro qui répondit. C'était leur idée, des 6 survivants, une sorte de mémorial et, en même temps, une capsule temporelle. Ils ont gravé leur histoire sur la pierre en utilisant le code qu'ils avaient créé et l'ont cachée. L'accord était qu'elle resterait cachée pendant 50 ans. Après cela, elle pourrait être découverte et la vérité révélée lorsqu'elle ne représenterait plus de risque pour la sécurité nationale. Mais quelqu'un l'a trouvée avant, déduisit Raphaël. Le frère du professeur Chevalier lors de fouilles pour son projet immobilier, confirma le colonel. Une découverte accidentelle. Le problème, c'est que la pierre a atterri entre les mains d'universitaires avant que nous puissions l'intercepter. Quand nous l'avons appris, elle était déjà en préparation pour être présentée au Congrès. Alors vous avez manipulé Chevalier, conclut Catherine. Vous l'avez poussé à la présenter comme une relique archéologique, sachant qu'il ne pourrait pas la traduire. C'était la solution la plus propre, admit le colonel, jusqu'à ce que vous apparaissiez et lisiez les symboles devant des caméras et des journalistes internationaux. Un lourd silence s'installa dans l'observatoire. Catherine fixait le colonel, essayant de digérer tout ce qu'elle avait entendu. Il y avait une logique dans cette histoire, mais quelque chose clochait encore. Si le but était de garder le secret, demanda-t-elle, pourquoi préserver la pierre? Pourquoi ne pas simplement la détruire? Parce que ce n'était pas à nous de prendre cette décision, répondit une voix fragile venant de l'entrée de l'observatoire. Tous se retournèrent. Là, appuyé sur une canne et accompagné de Madame Sylvie, se tenait un homme âgé, peut-être nonagénaire. Malgré son âge, il se tenait droit,
avec des yeux vifs qui examinèrent la pièce avec une attention militaire. « Commandant Torres, » murmura le colonel, visiblement surpris. « Nous n'attendions pas votre présence ici. »« Évidemment, » répondit le vieil homme d'une voix étonnamment ferme. « Quand j'ai appris ce qui se passait, j'ai jugé préférable d'intervenir personnellement. Je vois que les choses échappent à tout contrôle, comme nous le craignions. » Madame Sylvie courut pour étreindre sa fille, tandis que le vieux commandant entrait lentement, soutenu par un autre homme d'âge similaire qui apparut juste derrière lui. « Colonel, détachez ce jeune homme immédiatement, » ordonna Torres. Bien qu'il n'eût plus d'autorité formelle sur Vasconcelos depuis des décennies, le ton de commandement était resté intact. À contre-cœur, le colonel fit un signe au major qui procéda à la libération de Raphaël. Celui-ci se leva, massant ses poignets marqués par les cordes, et s'approcha de Catherine. « Ça va » demanda-t-il à voix basse. Elle hocha la tête, encore sous le choc de la présence du vieux militaire. « Qui est-il »« Commandant Antoine Torres » répondit l'intéressé, qui avait entendu la question. « J'étais l'officier responsable de l'unité spéciale des transmissions, et l'un des 6 qui ont survécu à cette maudite mission dans les Alpes. Vous avez connu mon grand-père, » conclut Catherine, s'approchant du vieil homme comme mue par un aimant invisible. « Jérôme était mon meilleur homme, » confirma. Torres, ses yeux anciens fixés sur ceux de Catherine, brillant, têtu et avec un sens de la justice inébranlable. « Je vois beaucoup de lui en vous, ma petite. »« Comment saviez-vous que nous serions ici ?» demanda Raphaël, confus. Torres sourit légèrement. « Jérôme n'était pas le seul à tenir des registres. Je surveille les activités du colonel Vasconcelos depuis des années. Quand j'ai appris la découverte de la pierre et le congrès, j'ai prévu que le vieux jeu recommencerait. Et quand votre mère m'a téléphoné ce matin, il regarda Madame Sylvie, j'ai su qu'il était temps d'intervenir. Tu connaissais le commandant ? Demanda Catherine à sa mère stupéfaite. Il rendait visite à ton grand-père de temps en temps, expliqua Madame Sylvie. Il se présentait comme un vieil ami de l'armée. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai découvert qui il était vraiment. Le colonel Vasconcelos semblait de plus en plus mal à l'aise. Commandant, avec tout mon respect, cette situation concerne la sécurité nationale. Ces personnes n'ont pas l'autorisation de sécurité nationale, l'interrompit Torres avec un rire amer. Vasconcelos, la guerre est finie depuis 80 ans. Les politiciens qui nous ont abandonnés dans ces montagnes sont tous morts. Les alliances ont changé 10 fois depuis. Ce que nous protégeons maintenant, c'est seulement la réputation d'homme qui n'existe même plus. Le protocole est le protocole, insista le colonel. Le protocole prévoyait 50 ans, rétorqua fermement Torres. C'est l'accord que nous avons conclu en créant la pierre. Qu'après 50 ans, la vérité pourrait éclater. Ce délai a expiré il y a 30 ans, Vasconcelos. 30 ans. Les implications diplomatiques sont nulles, compléta l'autre, vieil homme qui accompagnait Torres. Nous avons fait une analyse juridique complète. Il n'y a aucune responsabilité légale qui puisse être imputée à l'État français pour des actions de renseignement pendant la Seconde Guerre, surtout si l'on considère que tous les décideurs sont morts. Torres fit un geste de présentation. Maître Édouard Clément, notre expert juridique, et le père de votre ami Raphaël, si je ne m'abuse. Raphaël regarda le vieil homme, bouche bée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Maître Clément sourit à son fils. « Je fais partie de cette histoire depuis plus longtemps que tu ne l'imagines, mon fils. J'étais l'avocat qui a aidé à rédiger l'accord des 50 ans, et c'est moi qui ai suggéré au commandant Torres de t'encourager à étudier la linguistique il y a des années. Nous avions besoin de quelqu'un de la nouvelle génération qui pourrait éventuellement déchiffrer le système, le moment venu. Tu as planifié ma carrière ?» Raphaël semblait abasourdi. « J'ai seulement suggéré un chemin. L'excellence que tu y as atteinte est entièrement tienne, » répondit le père avec une fierté évidente. Catherine regardait de l'un à l'autre, se sentant prise dans une toile de coïncidence trop complexe pour être accidentelle. « Vous saviez que cela arriverait. D'une manière ou d'une autre, vous avez tout préparé. »« Pas exactement, » répondit Torres. « Nous ne pouvions pas prévoir que la pierre serait trouvée accidentellement lors d'un projet de construction ou qu'elle finirait dans un congrès international. Mais nous avions des plans d'urgence pour le jour où la vérité émergerait. » Il regarda Raphaël de manière significative. « Et quand j'ai su que mon protégé était au même congrès où la pierre serait présentée, j'ai compris que
Le moment était venu. « Votre protégé ?» demanda Raphaël de plus en plus confus. « Jérôme n'a pas été le seul à enseigner le code à un descendant, » expliqua Torres. « Chacun de nous a choisi quelqu'un de confiance. Dans mon cas, c'était votre directeur de thèse qui, à son tour, vous a identifié comme quelqu'un possédant le talent nécessaire. » Catherine regarda le sac à dos qu'elle portait toujours. « Alors, vous n'avez plus besoin des cahiers de mon grand-père. »« Au contraire, » répondit Torres, « nous en avons besoin plus que jamais. Non pas pour les cacher, mais pour compléter le registre historique. Votre grand-père a documenté des aspects de la mission qu'aucun de nous n'a documentés. Ensemble, nous pouvons enfin raconter toute l'histoire. »« Et la pierre ?» demanda Raphaël. « L'original a été modifié. Mais nous avons ceci, » rappela Catherine en sortant le fragment du sac à dos, et les photos que le technicien Paul a réussi à prendre avant la modification. « Et nous avons ceci, » ajouta Torres, faisant signe à son compagnon, qui ouvrit un dossier et révéla de vieilles photographies en noir et blanc de la pierre complète, en train d'être sculptée par 6 hommes en uniforme militaire. Le colonel Vasconcelos observait le tout avec une expression sombre. « Commandant, c'est une violation directe d'ordre qui n'aurait jamais dû être donné, » coupa Torres, « d'un silence qui n'aurait jamais dû être imposé, d'un abandon qui n'aurait jamais dû avoir lieu. » Son regard se durcit. « J'ai servi ce pays toute ma vie, Vasconcelos. J'ai tué et j'ai failli mourir pour lui. J'ai le droit de raconter mon histoire avant de partir. Et les gars que nous avons laissés dans ces montagnes, ceux qui n'ont pas pu revenir comme nous, méritent que la vérité soit connue. » Un silence dense s'installa dans l'observatoire. Finalement, le colonel sembla reconnaître sa défaite. « Qu'avez-vous l'intention de faire ?» demanda-t-il, sa voix plus résignée qu'hostile. Ce fut Catherine qui répondit, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « Nous allons raconter l'histoire, toute l'histoire, pas seulement ce qui s'est passé pendant la guerre, mais aussi les décennies de silence forcé, les tentatives de dissimulation de la vérité. Et nous utiliserons le système linguistique créé par mon grand-père pour la préserver. Les médias sont déjà impliqués, » ajouta Raphaël. « Marion Durand a suffisamment de contacts pour garantir que l'histoire reçoive l'attention qu'elle mérite. »« Marion est en route, avec des renforts, » confirma Madame Sylvie en montrant son téléphone. « Elle a réussi à atteindre le sentier alternatif avec quelques policiers locaux. » Le colonel échangea un regard avec le major, qui semblait également résigné. « Je comprends que nous avons perdu cette bataille, » admit-il. « Mais je dois vous avertir, défier les systèmes établis a des conséquences. »« Ça a toujours, » acquiesça Torres. « Jérôme le savait mieux que quiconque. C'est pour cela qu'il a tout codé, qu'il a enseigné le système à sa petite-fille, qu'il a gardé des preuves. Il savait qu'un jour, quelqu'un devrait avoir le courage de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. » Catherine sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Pour la première fois, elle comprenait pleinement l'héritage que son grand-père lui avait laissé. Ce n'étaient pas seulement d'étranges symboles dessinés dans des cahiers d'écoliers pendant des soirées de contes, c'était un témoignage de vérité, un engagement envers la mémoire, une responsabilité qu'elle assumait maintenant pleinement. « Qu'adviendra-t-il du professeur Chevalier ?» demanda Raphaël, se souvenant de l'homme qui avait tenté de discréditer Catherine. « À ce stade, il fait probablement déjà face à des accusations de falsification et de fraude académique, » répondit Maître Clément. « Les photos du technicien Paul ont suffi à lancer une enquête officielle. Et quand toute l'histoire sera connue... »« Il n'était qu'un pion, » intervint Torres. « Arrogant et opportuniste, sans aucun doute, mais juste une pièce dans un jeu plus vaste. Les vrais responsables de l'abandon de ces hommes dans les montagnes ont déjà rendu des comptes au tribunal de l'histoire. » À ce moment, des voix commencèrent à se faire entendre à l'extérieur. Marion Durand apparut à la porte, accompagnée de 2 policiers locaux et de Tante Lourdes, qui semblaient étrangement fiers de sa participation à l'opération. « On dirait qu'on arrive trop tard pour le sauvetage », commenta la journaliste, évaluant la scène inhabituelle. Ses yeux passèrent sur le colonel et le major, puis sur les vieillards, pour finalement se fixer sur Catherine et Raphaël, mais peut-être juste à temps pour l'histoire. Dans les heures qui suivirent, le vieil observatoire se transforma en un improbable centre d'opération. Tandis que les policiers locaux maintenaient le colonel et le major sous surveillance informelle, plus pour garantir leur coopération que pour une quelconque accusation formelle,
Marion menait une interview détaillée avec le commandant Torres et maître Clément. Catherine et Raphaël, de leur côté, travaillaient ensemble pour organiser les cahiers de Jérôme, les corrélant avec les archives apportées par Torres. Le système linguistique des montagnes silencieuses se révélait de plus en plus sophistiqué à mesure qu'il plongeait dans ses détails. Ce n'était pas seulement un code, mais une langue complète, avec sa propre grammaire, sa syntaxe et ses expressions idiomatiques, créées pour capturer des nuances d'expérience que les langues conventionnelles ne pouvaient exprimer. « Votre grand-père était un génie », murmura Raphaël en étudiant l'un des cahiers. « Ce n'est pas seulement un chiffre militaire, c'est de la poésie linguistique. La façon dont les symboles se connectent, comment ils s'enchaînent naturellement, c'est comme s'il avait trouvé un moyen de transcrire l'émotion humaine elle-même. Il disait que certaines choses ne pouvaient être dites que dans certaines langues, se souvint Catherine, souriant à travers les larmes qui insistaient pour revenir. Que certaines expériences étaient si intenses qu'elles avaient besoin d'une nouvelle langue pour les contenir. Au crépuscule, lorsque le brouillard commença à se dissiper, révélant la vallée luxuriante en contrebas, une décision avait été prise. L'histoire complète serait publiée. Les documents, les témoignages, les photographies, tout. Mais le système linguistique serait préservé et étudié correctement, sous la supervision conjointe de Raphaël et Catherine, avec le soutien d'une fondation créée par Torres et ses compagnons survivants. Ce n'est pas seulement un code à déchiffrer, avait expliqué Catherine lorsque Marion avait demandé s'il ne valait pas mieux tout traduire en français. C'est un patrimoine linguistique, culturel et historique, quelque chose qui mérite d'être préservé et étudié dans sa forme originale. Lorsqu'ils quittèrent enfin l'observatoire, le soleil commençait à se coucher, teintant d'or les nuages qui flottaient encore au-dessus de la vallée. Catherine et Raphaël marchaient côte à côte, transportant avec soin les précieux cahiers. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-il hésitant. « Après que tout cela se sera calmé. » Catherine regarda l'horizon où les montagnes se découpaient sur le ciel flamboyant. Un sentiment de mission remplissait sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Je vais reprendre mes études, » décida-t-elle, « finir ma licence de lettres, et ensuite, je veux fonder un centre d'études linguistiques, un endroit où les langues oubliées, les systèmes de communication menacés, les voix réduites au silence au fil de l'histoire pourront être préservées et étudiées. « Le centre Les Voix de la Terre », murmura Raphaël en souriant. Catherine le regarda surprise. « Comment tu savais ?»« Ça ressemble au nom que ton grand-père aurait choisi, » répondit-il simplement. « Et, si tu me le permets, j'aimerais aider dans ce projet. Mes connaissances académiques combinées à ta connexion viscérale avec le système, nous pourrions faire quelque chose de vraiment significatif. » Elle sourit, sentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil couchant. « Je pense que mon grand-père approuverait ce partenariat. » Dans les mois qui suivirent, l'histoire de la pierre de Kerlock et de la langue des montagnes silencieuses devint un phénomène international. Le professeur Chevalier démissionna de tous ses postes universitaires au milieu de multiples accusations de fraude et de falsification. Son frère fit face à des poursuites pour dommages environnementaux et tentatives de manipulation de preuves archéologiques. Le fragment original de la pierre, ainsi que les photographies sauvées, fut donné au Musée national, où il occupa une salle spéciale dédiée à l'histoire de l'unité spéciale et des hommes qui avaient créé ce système linguistique unique. À côté de l'exposition, une plaque racontait l'histoire complète, non seulement de la mission dans les Alpes, mais aussi des décennies de silence forcé, des hommes qui avaient gardé des secrets et de ceux qui s'étaient battus pour révéler la vérité. Catherine, avec le soutien financier de la fondation établie par Torres, réussit non seulement à retourner à l'université, mais aussi à lancer le projet du Centre Les Voix de la Terre, situé dans une maison de maître restaurée à Sainte-Croix-des-Monts, choisie autant pour son lien avec l'histoire que pour son atmosphère rappelant les montagnes italiennes. Le centre devint rapidement une référence en recherche linguistique. Raphaël, partageant son temps entre l'université et le centre, travaillait aux côtés de Catherine pour développer des méthodologies de préservation des langues menacées et des systèmes de communication alternatifs. Leur partenariat professionnel évolua naturellement vers quelque chose de plus profond, construit sur les
Fondation du respect mutuel et de l'admiration née lors de cette nuit chaotique à l'hôtel Concorde. Un après-midi de printemps, près de 2 ans après les événements de l'Observatoire, Catherine se trouvait seule dans le bureau du centre, examinant l'un des cahiers originaux de son grand-père. Un groupe d'étudiants avait visité le centre ce jour-là, apportant des enregistrements de variations linguistiques de leur communauté qui risquaient de disparaître. La similarité méthodologique avec le travail de son grand-père, la préservation urgente de formes d'expression menacées, ne lui avait pas échappé. « Là où le fleuve dort, la montagne rêve », murmura-t-elle, traçant du doigt les symboles familiers sur la première page du plus ancien cahier. « Le vent porte nos voix quand le jour se cache. » La porte s'ouvrit doucement et Raphaël entra, portant 2 tasses de thé. « Tu parles encore avec ton grand-père » demanda-t-il avec un sourire affectueux, posant l'une des tasses sur la table à côté d'elle. « D'une certaine manière, » répondit Catherine. « Je pensais à quel point il serait heureux de voir ce que nous avons construit ici. Non seulement en préservant le système qu'il a créé, mais en l'utilisant comme inspiration pour sauver d'autres voies que le monde essaie de faire taire. » Raphaël s'assit à côté d'elle, contemplant les symboles dans le cahier ouvert. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire ? Comment quelque chose créé pour cacher des secrets a fini par devenir un instrument pour révéler des vérités. » Catherine hocha la tête, comprenant profondément ce qu'il voulait dire. Le système linguistique que son grand-père avait aidé à créer pendant la guerre avait été initialement conçu comme un code pour dissimuler des informations. Mais entre les mains de Jérôme, il s'était transformé en un véhicule pour préserver des souvenirs qui méritèrent d'être racontés, des vérités qui méritèrent d'être connues. Maintenant, entre les mains de Catherine, le système acquérait une nouvelle dimension. Il devenait un pont entre le passé et le futur, entre les mémoires personnelles et le patrimoine culturel collectif, entre les silences imposés et les voix enfin libérées pour raconter leurs histoires. Dehors, par la fenêtre, les montagnes du Jura se dressaient majestueuses contre le ciel, partiellement enveloppées de leur brouillard caractéristique. Pas si différentes, pensa Catherine, de ces montagnes lointaines où 6 hommes avaient été abandonnés, forcés, de retrouver leur propre chemin, porteurs de vérités que le monde n'était pas prêt à entendre. Mais maintenant le monde écoutait, et il continuerait d'écouter, tant qu'il y aurait des gens disposés à apprendre la langue des montagnes silencieuses, non seulement le système de symboles créé par son grand-père, mais le langage universel de la vérité qui persiste, qui survit à la répression, qui finit par trouver son chemin vers la lumière, peu importe le temps que cela prend. « J'ai quelque chose pour toi », dit Raphaël, interrompant ses pensées. Il sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans du tissu. Curieuse, Catherine le déballa, révélant une réplique miniature de la pierre originale, parfaite dans les moindres détails, y compris les symboles gravés. « Comment » commença-t-elle, émue. « Technologie d'impression 3D, basée sur les photographies originales, » expliqua Raphaël. « J'ai pensé que tu devrais avoir un souvenir tangible, pas seulement de la pierre elle-même, mais de tout ce qu'elle représente, le voyage de ton grand-père, le nôtre, et toutes les voies que nous allons encore aider à préserver. » Catherine tint la petite réplique avec révérence, sentant comme si elle fermait un cercle commencé, bien avant sa naissance. De jeune femme invisible servant des coupes dans un hôtel de luxe, elle était devenue la gardienne d'un héritage linguistique et historique, une médiatrice entre le silence et l'expression. « Merci », murmura-t-elle, à la fois à Raphaël et à son grand-père, qui semblait d'une certaine manière présent à ce moment-là. Ensemble, ils regardèrent les montagnes par la fenêtre, où le brouillard commençait à se dissiper, révélant la clarté. Et dans les mains de Catherine, la petite pierre captait la lumière du crépuscule, transformant des symboles anciens en promesses d'avenir, chuchotant des histoires qui pouvaient enfin être entendues